Qui n'a jamais joué étant enfant avec des figurines ou des petites voitures en s'imaginant des aventures incroyables? On l'a tous fait. Pour ma part, je me souviens de cette époque avec nostalgie. En fait, cette forme de création pure, vraiment simple et innocente, quand on s'inventait des histoires avec pour seule barrière les limites de notre imagination, eh ben ça me manque. C'est là que m'est venue l'idée de faire un film en stop motion. Le stop motion, ou animation en volume, en grossissant les traits, c'est cette technique qui consiste à joindre des photos de manière successive pour créer l'illusion d'un mouvement. Et c'est la technique qui me rappelle le plus cette forme de création innocente qu'on appliquait quand on était gosse en s'amusant avec nos jouets. Parce qu'elle est relativement accessible et offre un terrain de jeu d'une ampleur soudainement plus vaste. En stop motion, je peux créer un monde à l'échelle de ma chambre. C'est de ce postulat qu'est parti Planète Hostile. C'est alors que l'écriture a commencé. Et stop motion ou pas, la création d'un film doit suivre un processus de création précis. Avoir la technique de conception, c'est une chose, mais il faut avoir avant tout une histoire. Et quitte à pouvoir faire plus grand, autant être plus ambitieux. Étant très fan de science-fiction, mon histoire s'est donc d'elle-même orientée vers le futuriste. Ensuite, l'Alien s'est imposé. Pouvoir faire un film de SF, et en plus un film de monstres, c'est un kiff monumental. J'ai ensuite procédé à un casting de jouets, un premier retour en enfance. Maintenant que j'avais l'histoire, mes personnages en chair et en plastique, j'étais prêt à m'attaquer au concret. À commencer par le storyboard. En dessinant les plans idéaux que je voulais obtenir, j'ai déjà une idée de ce que je veux, comment le faire et de ce qui est possible ou non. Bref, c'est un outil super pratique avant d'aller dans le dur, particulièrement ici où mes sujets sont des jouets avec leurs contraintes, comme par exemple leurs articulations rigides qui peuvent me limiter dans l'animation. Après, je suis passé à la conception des décors. L'important pour commencer, c'était d'établir un plan précis, parce que j'avais pas mal de contraintes. Je devais faire tenir un extérieur de planète ainsi qu'un intérieur de base, tous deux liés, sur une seule et même table. Il a donc fallu allouer de manière méticuleuse la surface de la table à chacun des éléments de décor, sachant que le tout devait être à l'échelle de mes personnages. Vient ensuite le concret, la peinture pour commencer. Il faut peindre tous les décors et les éléments qui les composent, puis vernir le tout pour donner un aspect plus réaliste, que ce soit pour vieillir ou embellir l'élément. J'ai ensuite construit le fond bleu qui se posera derrière le décor, puis j'ai collé, assemblé les éléments entre eux, bref, jusqu'à obtenir mon décor. Le plus gros morceau, c'était évidemment l'extérieur. Au niveau de mes intentions, je voulais voyager. Le stop motion me donne les moyens de concevoir un monde de A à Z, et d'une dimension plus grande. Alors autant y aller à fond, et créer une planète colorée et exotique. De plus, perso, j'aime bien l'idée que l'intrigante beauté du lieu contraste avec son hostilité. Au niveau des matières, j'ai donc opté pour des éléments colorés, comme les petits rochers que l'on voit au second plan, où tout est en dur. A l'inverse, pour les zones où mes personnages vont être animés et vont évoluer, il me faut des matières modelables, et sur lesquelles ils pourront être fixés. J'ai donc opté pour de la pâte à modeler orange pétante. Pour l'éclairage, là aussi je pars gagnant. Grâce à l'échelle à laquelle j'évolue, une lampe de chevet devient une source de lumière surpuissante, et un projecteur standard devient aussi lumineux qu'un soleil. Après, vu leur puissance, il est difficile de sculpter la lumière de manière très précise. Il faut donc être particulièrement rigoureux sur les directions de lumière et le filtrage des sources. Dans ce sens, la plus grosse contrainte niveau lumière, c'était d'éclairer simultanément mes deux environnements, soit la base et l'extérieur, qui ont des ambiances très différentes. Sur la machinerie aussi, c'est un kiff. Imaginez un slider de base de 60 cm, tout ce qu'il y a de plus simple. Eh bien, il devient un rail de travelling de 150 mètres. Là encore, les possibilités sont décuplées. Vous l'aurez compris, si mon expérience sur ce film m'a bien appris une chose, c'est que l'essentiel du kiff que procure le stop motion vient de la question de l'échelle. En choisissant des éléments à animer de la taille d'un doigt, l'univers du film est littéralement à portée de main. Tout est là, prêt à prendre vie, photo après photo. Ce champ des possibles soudainement plus vaste qu'en prise de vue réelle, cette liberté d'action, l'impression de parfois diriger un blockbuster américain seul et depuis sa chambre, c'est tout ça le pouvoir du stop motion. Après, il faut aussi remettre les choses en perspective. Même si le stop motion peut être relativement accessible et offrir une liberté franchement jouissive, c'est aussi un savoir-faire complexe. D'abord parce qu'il demande une grande minutie si on veut obtenir un résultat digne de ce nom. L'échelle réduite pouvant aussi devenir un ennemi. Mais cette technique demande surtout beaucoup de patience. Dites-vous qu'au cinéma, on est à 24 images par seconde. Et en stop motion, on construit littéralement le film image par image. Sans compter la post-production, qui se révèle elle aussi beaucoup plus conséquente que sur de la prise de vue réelle. Par exemple, pour obtenir un plan, il faut d'abord lier toutes les photos qui le constituent entre elles. Et pour ce qui est du son,
Tout est à construire, on part de rien. Tout cela ajoute des étapes de plus au processus. Ensuite, pour ma part, malgré cette expérience, il faut dire que je reste encore un novice dans la pratique du stop motion. C'est pourquoi pour terminer cette vidéo, je ne peux pas traiter de ce sujet sans vous parler de ceux qui ont fait le stop motion et de ceux qui continuent de le magnifier. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le stop motion est presque aussi vieux que le cinéma lui-même. En effet, le film Humorous Faces of Funny Faces, excusez mon putain d'accent anglais, mais c'est franchement imprononçable. Bref, ce film réalisé par James Stewart Blackton, connu comme le tout premier film en stop motion, date de 1906. La technique s'est ensuite développée pour débarquer sur le grand écran, se mêlant aux prises de vue réelles. Avec entre autres des noms que vous connaissez peut-être, comme Willis O'Brien et Ray Harryhausen, à qui l'on doit les films King Kong, d'anciennes versions du Monde Perdu, et surtout de nombreuses séquences devenues cultes, comme dans Jason et les Argonautes de Don Chaffee. Je peux pas non plus vous parler de tout ça sans mentionner l'apport du stop motion à Star Wars. La séquence monumentale des quadripodes impériaux qui attaquent la base Echo, c'est du stop motion, sous la direction du grand Phil Tippett. Après, disons-le, le stop motion en prise de vue réelle a petit à petit été remplacé par les effets numériques. Désormais, à part quelques exemples toujours rafraîchissants, la technique appartient plus au cinéma d'animation. Heureusement, il existe des studios d'animation spécialisés qui continuent de faire perdurer et évoluer cette technique vers des sommets de créativité et de beauté. Je peux vous citer brièvement les studios anglais Hardman, à qui l'on doit les cultissimes Wallace et Gromit, Shaun le Mouton et bien d'autres, ou le plus récent studio américain Laika, à qui l'on doit notamment le formidable Kubo et l'armure magique réalisé par Travis Knight, ou encore L'île aux chiens de Wes Anderson. Bref, ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces productions utilise la technique, avec ses avantages et ses spécificités, de manière très différente. C'est pourquoi je vous invite à tous les voir. Même ici sur YouTube, il existe des artistes qui réalisent des prouesses incroyables avec le stop motion, et à partir de jouets ordinaires tels que les Lego, comme les américains Forest Fire 101 ou encore Brotherhood Workshop. Bref, cette technique formidable, elle a beau être relativement accessible, comme je l'ai prouvé avec mon film Planète Hostile, elle peut aussi aller bien plus loin, et elle a encore de beaux jours devant elle.